Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va analyser la thématique de la pleine lune du 7 mars, il me semble. Et comme pour chaque vidéo astrologique, bien sûr, je me prépare, je cherche la symbolique adéquate. Donc, le 7 mars dans l'axe Vierge-Poisson. Cet axe me parle particulièrement étant donné que je suis du signe de l'ascendant Vierge et le côté perfectionniste est très présent, mais avec l'opposition Poisson, on doit laisser la place à cette ombre des Vierges, c'est-à-dire le côté déréglé, chaotique, artistique, inspiré, et déconnecté un peu de la réalité ou de la banalité. Donc, la pleine lune en Vierge, dans l'axe Vierge-Poisson du 7 mars, se déroule sur 16 degrés de la Vierge pour la Lune et le Soleil va se trouver sur 16 degrés des Poissons, Mercure 7 Poissons, Vénus 18 Bélier, Mars 21 Gémeaux, Jupiter 13 Bélier, Saturne 29 Verseau, Uranus 15 Taureau, Neptune 24 Poisson, Pluton 29 Capricorne et nœud nord sur 6 degrés du Taureau. On a plein d'aspects, Vénus conjonction Jupiter, Vénus sextile Mars, Mars carré Neptune, Lune trigone Uranus. Et donc, ça va être une pleine lune, selon moi, qui peut révéler quelques faiblesses intérieures liées à l'attitude d'évasion, quelques psychorigidités qui ressortent ou qui commencent à nous déranger. Donc c'est l'axe, je dirais, de la santé psychique et psychologique surtout. Quand on a l'opposition des signes Vierge-Poisson. La Vierge serait la santé au sens propre, donc physiquement, et le signe des Poissons, la santé mentale. C'est-à-dire, quand il y a un aspect tendu, alors un déséquilibre psychologique peut créer des somatisations, alors que si c'est harmonieux, disons dans notre thème, si ces deux signes sont bien intégrés, bien aspectés, alors ça va être mieux. Vous voyez de quoi je parle. Donc, quand Neptune natal est mal aspecté, alors on peut avoir la tendance à s'évader mentalement ou fuir la réalité par le biais de substances stimulantes ou quelque chose de, disons, problématique. Et j'ai choisi un ouvrage d'un réalisateur belge, Lucas Belvaux. Il s'agit du film Pas son genre. Ce film raconte l'histoire d'un professeur de philosophie, un Parisien, donc il y a un peu ce cliché opposition, métropole, province, personne cultivée face à une personne, disons, de la classe populaire, donc élite face au peuple et tout ça. Ça aussi, ça peut être donc la symbolique de Vierge-Poisson, Vierge rigide, coincée, très ancrée dans la réalité, dans le respect des règlements formalistes, et plutôt dans le détail, dans la logique, la cohérence. Et les Poissons, c'est le foison, les émotions qui foisonnent, les idéaux, l'inspiration artistique et tout ça. Donc, un professeur de philosophie, il pourrait être représenté par le signe de la Vierge, cette lune en Vierge. Ou avec la lune en Vierge, donc la personnalité est plus ou moins psychorigide. Hélas. Donc, il a surdéveloppé, disons, sa capacité intellectuelle et
ses aspirations sociales, il est issu déjà d'une haute bourgeoisie avec une mère médecin, un père qui est diplômé de l'ENA, donc il a déjà un parcours qui le prédestine en quelque sorte à cette froideur, cette limitation dans l'expression émotionnelle. Et donc tout est dans ce monde, disons, tout est quand même soumis à la logique, à l'intérêt, au calcul, à la bien-passance. Ouais. Et donc notre Clément sera muté à Arras, et là il va faire connaissance avec une jolie coiffeuse, Jennifer, une jeune femme mère célibataire qui assume pleinement ce rôle ingrat de mère célibataire qui vit avec son fils, qui sait profiter de la vie ici et maintenant. Elle fait des karaokés, elle chante, elle danse, elle est très pétillante, pimpante, débordante, elle déborde d'énergie positive et de spontanéité. Donc son côté nonchalant, forcément, c'est ce qui manque à Clément, et il tombe amoureux d'elle. Et elle est dès le début persuadée que c'est son prince charmant, que ça va durer, que c'est une belle histoire d'amour, que c'est ce qui lui manquait, disons, dans sa vie. Et elle souhaite se mettre en couple, établir une liaison plutôt sérieuse avec lui. Mais Clément, qui évidemment n'arrive pas à dépasser les préjugés de sa classe et de son appartenance sociale et culturelle, il n'arrive pas à franchir le fossé culturel, le décalage culturel qui est visible dès le début. Et c'est un petit détail, justement, comme quand on a le signe de la Vierge, c'est dans le détail qu'on voit l'essentiel. Donc on voit la scène où il quitte d'abord sa copine. Ça doit être déjà un indice qu'il ne veut pas s'engager, qu'il n'est pas prêt à assumer la responsabilité au sein du couple. Et pourtant, ça c'est en fait son handicap émotionnel. C'est quelqu'un d'émotionnellement mutilé, effectivement. Et forcément, de telles personnes cherchent quelqu'un qui a cette spontanéité, qui a un côté populaire, entre guillemets, côté, disons, non-soumission au règlement de classe ou de société. Quelqu'un qui est, voilà, l'ombre donc de la Vierge, c'est Poisson, et cette ombre est dans le moment présent, dans le rêve, l'imagination, l'inspiration, et non tellement dans le règlement aveugle, dans la soumission à la société. Donc Clément, il est amoureux, et ça c'est des aspects favorables, Vénus, Jupiter et Mars sextile Vénus, il me semble, oui c'est ça. Donc il y a de l'attirance entre ces deux protagonistes, il y a, disons, les affinités aussi, intellectuelles et autres, parce que au fil du temps, il s'aperçoit qu'elle est capable de porter un jugement, une opinion sur un ouvrage philosophique, etc. Mais il ne lui parle pas de l'engagement. Le souci, c'est que Clément, apparemment, évitant soigneusement le sujet de l'amour, donc il n'arrive pas à verbaliser ses sentiments, ça peut être très
lune en vierge, il fuit en quelque sorte l'engagement émotionnel. Et ce carré Mars-Neptune qui se répète, qu'on a eu en automne dernier, ce carré justement Mars-Neptune pourrait nous donner l'idée d'un homme qui évite d'exprimer, de verbaliser, de se prononcer au sujet d'un avenir affectif qui est tantôt présent, tantôt énergétiquement vampirisant. Donc voilà, je dirais que le fait qu'il temporise, qu'il tergiverse, qu'il résiste à se dévoiler, à se montrer, disons, dans sa substance émotionnelle. Quoique, peut-être il n'en a pas, il n'en a même pas. Bref, Clément est donc hésitant, froid, et c'est le carré Mars-Neptune où on devine, d'après ce comportement évasif ou froid ou confus, on devine que effectivement il est inconsciemment en but de la supériorité intellectuelle et sociale par rapport à cette simple coiffeuse. Et là, comme s'il ne voulait pas s'engager parce qu'il attend quelqu'un, une perle rare qui sera à la hauteur de sa classe et qui va faire partie de cette prétendue élite quelconque. Donc il est quand même un homme faible, programmé par son éducation, les idées prises, les préjugés, les attentes sociales, familiales, etc. Donc, il n'a pas le courage de la présenter, de s'afficher avec elle, parce que, voilà, inconsciemment, il craint le jugement, le regard de ses semblables. Donc, voilà, il est partagé entre cet amour qu'il ressent à sa façon, mais en même temps, c'est plutôt de divertissement pour lui. Donc, dès le début, il la croit forcément incapable de changer quoi que ce soit dans sa vie, étant donné qu'elle a un enfant scolarisé, qu'elle ne peut pas bouger, que ça limite forcément sa liberté de choix. Et ça lui arrange parce que elle sera plus ou moins toujours là pour lui. Elle ne pourra pas s'éclipser. Donc c'est égoïste en quelque sorte. Ouais. Donc l'antagonisme de classes, de différentes positions sociales, différents parcours intellectuels et le décalage par rapport au style de vie. Donc tout ça crée un inconvénient que les deux ne pourraient pas apparemment surmonter. Hélas, c'est le cas souvent. Donc je ne veux pas prétendre que toute différence au niveau de la nation, de la culture, de la religion, de l'éducation mène vers la rupture et la mésentente ou
souffrance, mais généralement l'individu, quand on a le signe de la Vierge, donc ici Lune en Vierge, opposition Soleil en Poisson, il n'y en a pas de courage pour aller jusqu'au bout de son rêve. C'est la réalité qui freine, c'est le concret qui bloque, disons, cet épanouissement, et ce côté zen et cette sérénité intérieure représentée par les poissons. Bref, inconsciemment, il prend tout ça pour acquis, comme si elle ne pouvait pas le quitter, comme si elle subirait ses allers-retours, son inconstance, son instabilité ou sa froideur. Et pourtant, comme dans la virelle, la tournure soudaine va le dissuader de cette idée que tout était acquis et que c'est lui le maître absolu de la situation. Comme avec le signe de la Vierge, et ici, donc Lune en Vierge, c'est le besoin de contrôle sur sa vie affective, le contrôle de ses sentiments et éventuellement des sentiments de l'autre. Mais donc elle va quitter la ville avant lui, elle va s'éclipser avec son fils, elle va disparaître, elle va décider de changer sa vie radicalement et il est confronté au vide. Son appartement à elle reste vide, ce qui décrit symboliquement le vide affectif qu'il a à l'intérieur de lui-même. Donc, cette fuite de Jennifer était en quelque sorte plutôt une punition qu'elle lui infligeait et non tellement la revanche, parce que c'était très cruel pour elle aussi de décider de rompre cette relation toxique, entre guillemets, avec Mars carré Neptune. On est dans la toxicité quelconque. Donc, il se croyait dominateur, il se croyait plus puissant qu'elle. Grâce à son éducation, son statut social, son métier, et voilà, donc il était un peu méprisant dès le début. Méprisant, peut-être que c'est pas le mot. Il y a forcément l'incapacité à comprendre les classes sociales populaires quand on est dès la naissance intégré dans une haute bourgeoisie. Donc, elle décide de faire la justice à sa façon, de fuir la relation basée sur l'inégalité, sur sa domination, sur le pouvoir qu'il... tout ça se déroulait de manière subtile et forcément même inconsciente de sa part. Forcément, lui non plus, il ne voulait pas, disons, rester figé et émotionnellement coincé et émotionnellement immature. Donc, elle le punit à sa façon et elle sort de cette suite d'événements plus ou moins humiliants. Elle décide de rompre toutes sortes d'humiliations, de mépris, de manque d'empathie et
elle le laisse donc gérer seule son déséquilibre affectif, son manque de sentiments, son incapacité à aimer, voilà. Donc elle ne veut plus se forcer à lui donner des preuves de son amour et l'introduire dans son monde à elle. Elle a tout fait, mais apparemment ça n'a pas marché, donc voilà. Et par rapport aux autres aspects, je dirais que cet aspect Lune, Trigone, Uranus nous donne l'idée d'une mère célibataire qui assume ce rôle, donc elle est, disons, bien dans sa peau, elle assume son indépendance et elle est épanouie dans sa vie. Et voilà, ce serait simpliste de dire qu'elle attendait quelqu'un pour se caser ou je ne sais pas quoi, mais disons qu'elle est établie dans sa vie, mais elle a laissé la place à ses divertissements et la musique, le chant et tout. Donc c'est une femme à la fois romantique et réaliste. Je dirais qu'elle a mieux elle a mieux su gérer ces contradictions vierge-poisson qui sont présentes pendant cette pleine lune. Elle a un côté vierge, donc son métier, son côté laborieux, sa rigueur, et un côté libre, représenté par les poissons, et une ouverture émotionnelle, une richesse émotionnelle, une envie de donner à l'autre son amour et son affection. Donc elle a très bien assumé, elle a su trouver l'équilibre entre le signe de la Vierge et le signe des poissons. Lui, non. Il est resté coincé dans la symbolique de la Vierge. Selon moi, et voilà, j'ai trouvé exprès cet ouvrage pour illustrer comment ça se déroule, la dynamique Vierge-Poisson. D'un côté, on veut rêver, on veut être libre, Poisson, mais la Vierge nous rappelle que l'ordre, la hiérarchie et la réalité banale sont là. Donc, une femme épanouie avec sa vraie vocation, une femme qui n'a pas d'ambition, disons, d'appartenir à une élite. C'est une femme complètement naturelle et complètement en dehors de ces calculs de la haute bourgeoisie, je dirais, et de leur angoisse liée à la performance et d'être toujours à la hauteur. Ça pourrait être vierge aussi. Donc, l'amour malheureux, l'amour impossible, bien sûr, ce n'est pas exhaustif comme thématique. Les ouvrages que je choisis pour illustrer, c'est juste pour, disons, expliquer un peu mieux les aspects en cours, les qualités des signes impliqués, tout ça, mais autrement, ce n'est pas, disons, une prédiction au sens propre. Je ne pense pas qu'on va tous, je ne sais pas, tomber sur un professeur de philosophie ou quelqu'un d'indisponible et puis rester déçu et puis décider de se sauver. Non, c'est qu'on peut en nous-mêmes mesurer donc l'impact du signe de la Vierge, c'est le respect de conventions, de normes, de l'ordre des règles et de l'autre côté, comment intégrer dans tout ça un grain de folie.
c'est-à-dire d'émotion, de don de soi, voilà, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ambition purement terrestre ou calculatrice ou professionnelle ou quelque chose du genre. Vous voyez? Donc, dans le film, hélas, l'amour impossible est resté impossible. Il n'y a pas eu de possibilité que les deux trouvent le compromis. Elle voulait bien, mais il était tout le temps reluctant et apparemment, inconsciemment, il espérait trouver mieux. Quoique, le film nous montre aussi sa peur très profonde et très ancrée dans son inconscient, la peur de l'attachement et la peur, c'est-à-dire plutôt un vide émotionnel. Pas tellement la peur, mais un vide. Et les autres aspects sont donc positifs, sauf Mars carré Neptune. Mais comme j'ai déjà dit, avec Mars carré Neptune, étant donné que ça se répète, que Mars est rétrograde en 2022, alors maintenant je dirais que c'est la conclusion. Sur ces sujets, engagement, désengagement, fusion et décomposition de cette fusion. Donc fusionner, défusionner. Vous voyez, et le plus important en ce moment, c'est de comprendre que un goût amer, une déception qui nous tombe dessus pendant cette période, c'est du déjà vu. Et vous pourriez remarquer que vous êtes comme immunisé contre ce type de personnes ou contre ce type d'arnaque ou contre ce type de manipulation, d'abus. Avec Mars-Neptune, c'est ça. Donc quelqu'un cherche à profiter de vous, à vous vampiriser énergétiquement ou à vous vendre quelque chose ou à vous mener en bateau. Voilà l'expression la plus la plus appropriée pour Mars opposition ou Mars carré Neptune, c'est que quelqu'un vous mène en bateau. Mais parfois, celui-ci n'est même pas conscient de ce qu'il fait. C'est ça aussi. Mars Neptune, en aspect dissonant, c'est que même celui qui fait des choses, disons, indécente ou inappropriée, celui qui cherche à profiter, il n'en est même pas conscient. Vous voyez, si c'était Mercure ou disons Vénus ou Jupiter, alors ça aurait pu être purement, disons, des avantages matériels qu'il cherche à soutirer par de tels agissements. Mais avec Mars carré Neptune, il ne sait même pas pourquoi il le fait. Donc on est dans le plein vampirisme énergétique, dans la toxicité émotionnelle. C'est ça. Et pourtant, étant donné qu'on a déjà eu ça en automne dernier, quasiment pendant plusieurs mois, je ne sais plus, c'était septembre, octobre, novembre. Donc ça se répétait constamment. Il était un signe qui était en carré et le carré précis, je ne sais plus quelle date ça a eu lieu, mais ce n'est pas important. Donc maintenant, c'est la prise de conscience de quelque chose de ce type, un débarras définitif de tout ce qui est comme Jennifer qui décide de se sauver et de ne lui offrir plus cette occasion de l'humilier subtilement, de la prendre pour quelqu'un qui va l'atteindre éternellement et le laisser, disons,
lui imposait un jeu de yo-yo. Vous voyez, donc il était dans le mode yo-yo. Et elle ne voulait plus ce rôle d'une femme soumise, souffrante, déçue, qui accepte des miettes d'amour. Elle n'était pas, elle n'a jamais été forcément ce type de personne qui se contente de peu de sentiments. Voilà, c'est le message de cette pleine lune. J'espère que vous allez mieux réussir étant donné qu'on a l'expérience de tout ce qui s'est passé avec ce carré Mars-Neptune. Donc, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt et bonne pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson.